Invité du Grand Direct ce soir, et nous sommes ravis de l'accueillir, le psychiatre français Boris Cyrulnik. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes en Israël parce que vous participerez demain à une conférence qui aura lieu sur le campus francophone de l'université de Netanya sur justement la mémoire, le traumatisme. C'est un sujet que vous connaissez bien, Boris Cyrulnik. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que le traumatisme que vous avez connu enfant, c'est-à-dire celui de la période de l'occupation pendant la guerre, la déportation de vos parents, votre arrestation vous-même, a conditionné toute votre vie? Absolument, ça a donné sens à ma vie. C'est comme ça que je suis devenu complètement psychiatre à cause de ça, et peut-être grâce à ça. Et ça a motivé toute une série de recherches. C'est-à-dire qu'on va rappeler brièvement les faits. Est-ce que c'est une période d'ailleurs dont vous parlez aujourd'hui encore avec difficulté ou pas, cette période de votre arrestation? C'était à Bordeaux. Non, maintenant j'en parle étonnamment avec plaisir. C'est-à-dire que pendant la guerre, il ne fallait pas en parler. Sinon, je ne serais pas avec vous ce soir. Après la guerre, j'en ai parlé comme le font les enfants, mais les adultes m'ont fait taire, même les proches. Soit parce que ça les gênait, ça les angoissait, soit parce qu'ils ne me croyaient pas. Ou même certains éclataient de rire en disant « Qu'est-ce que tu vas inventer tu racontes de belles histoires. » Une fois, un homme m'a dit « Va t'acheter des bonbons, tu racontes de belles histoires. » Donc, ce n'était pas possible d'en parler. Je pensais que les adultes ne pouvaient rien comprendre. Je crois que je n'ai pas changé d'avis. Et puis maintenant, j'en parle avec plaisir, étonnamment. C'est étonnant d'en parler avec plaisir, parce que dans le contexte, et surtout après la guerre, c'était la souffrance. Et maintenant, c'est le plaisir de comprendre. C'est pas le plaisir de faire revenir le passé. D'ailleurs, la mémoire, c'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation du passé. Donc maintenant, j'ai le plaisir de commencer enfin à comprendre ce qui s'est passé il y a 70 ans. Ouais. Alors justement, on va s'y attarder un petit peu. Vous avez écrit votre histoire dans votre livre, un de vos derniers livres qui s'appelle « Sauve-toi, la vie t'appelle », qui est publié chez Odile Jacob. Quand vous analysez aujourd'hui et quand vous essayez de comprendre finalement, qu'est-ce qui fait, vous dites, le fait de se sauver, qui vous a sauvé la vie ce jour-là, puisque vous étiez enfermé et prêt à être déporté avec d'autres, et vous vous êtes enfui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à comprendre cet instinct qui vous a poussé justement à prendre une décision que d'autres, à côté de vous, n'ont pas prise ou... Alors, j'ai de vagues explications. Je pense que avant la guerre, j'ai été très sécurisé par mes parents. C'est-à-dire que mes parents arrivaient de Pologne et ils n'avaient pas de famille. Mais ils s'entendaient très bien et je crois que ça m'a beaucoup sécurisé. Si bien que mon père s'est engagé dans l'armée française, ma mère a été arrêtée très tôt, là, parmi le premier convoi. Et moi, j'ai été à l'assistance publique. Et quand j'ai été arrêté chez quelqu'un, une juste qui me cachait chez elle, et la police française et l'armée allemande m'ont arrêté. Et quand, après la guerre, je disais que la police française m'avait arrêté, personne ne voulait me croire. Et tout le monde me disait « Non, c'est l'armée allemande qui t'a arrêté ». Et non, il y avait aussi la police française. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez beaucoup de gens qui ont vécu ce traumatisme de l'arrestation, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas raconter parce qu'on ne voulait pas entendre ce qu'ils avaient à dire. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que ce que vous dites, là, c'est le déni, c'est la définition du déni. C'est-à-dire que moi, avec ce qui m'est arrivé, c'est difficile à dire. Et vous ne voulez pas l'entendre, parce que c'est difficile à entendre, c'est difficile à comprendre. Et puis surtout, dans les années d'après-guerre en France, il y avait un risque de guerre civile. Donc les rares survivants étaient noyés dans les soldats, les Français qui revenaient du travail obligatoire et qui, eux, retrouvaient leur famille. Ils avaient été exploités par le travail obligatoire, mais ils n'étaient pas morts, ils n'étaient pas maigres, ce n'étaient pas des fantômes, ce n'étaient pas des revenants. Donc les familles faisaient la fête et les quelques survivants, ils se taisaient au milieu de la fête. Donc tout le monde a été complice du déni. Nous, parce que c'était trop difficile à dire, et moi j'étais petit, j'avais 8 ans, 7 ans, donc c'était difficile. Et la culture française, parce qu'il fallait faire taire les porteurs de mauvaises nouvelles.
Alors aujourd'hui, on voit que même aussi longtemps après, même 70 ans après, beaucoup de gens ont encore à faire face à ce déni aussi. Oui. Et des pays ont du mal à l'affronter. On le voit par exemple en Europe de l'Est. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec malheureusement la disparition des derniers témoins, tout cela ne va pas aider finalement à ce que ces pays aident à affronter? Ou est-ce qu'il y a un autre phénomène qui pourra se passer pour qu'un jour on arrive à affronter ce qu'on a fait et parfois c'est pas joli? Non, le négationnisme a existé pendant la guerre, c'est-à-dire qu'au moment même du massacre, Charles Maurras écrivait, après le Veldiv, après la rafle du Veldiv, Charles Maurras entend parler de la rafle et il entend parler d'Auschwitz. Et il écrit, il faut se méfier, les Juifs se plaignent tellement facilement qu'il faudra vérifier. 6 millions de morts. C'est-à-dire que déjà le négationnisme commençait pendant la guerre. Après la guerre, on ne disait pas la Shoah, c'est Lanzmann qui a lancé ce mot hébreu. On disait même pas le génocide, on disait la persécution, le massacre, l'Holocauste, qui est un mot que j'approuve pas. Mais enfin, on parlait comme ça, on parlait très peu. Et c'était impossible à dire parce que c'était pas pensable. Et actuellement, le négationnisme continue, comme je l'ai toujours entendu quand j'étais enfant. Et maintenant, il n'y a pas longtemps encore, sur Facebook, il y a des gens qui témoignent et qui disent que j'ai inventé mon arrestation et mon évasion. Donc le négationnisme a commencé pendant la guerre et il continue 70 ans après. Et quand vous voyez, par exemple, en Europe de l'Est aujourd'hui, des gens qui ressortent des croix gammées, des partis d'extrême droite, comment on peut expliquer justement que des pays où il n'y a quasiment plus de juifs aujourd'hui, d'ailleurs c'est un peu ça qui est étonnant, et que pourtant on continue à vivre les mêmes choses qu'il y a 70 ans? Oui, mais ça revient, c'est-à-dire qu'on revoit les mêmes arguments, on revoit les mêmes schémas que dans les années 30, exactement les mêmes arguments que dans les années 30. Je pense que c'est parce que c'est la pensée paresseuse. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas sur le plan social, au lieu d'affronter ce qui ne va pas, on cherche un bouc émissaire. Les juifs, s'il n'y a pas de juifs, c'est les étrangers. Mais même s'il n'y a pas de juifs, c'est pas grave, il y a toujours un juif imaginaire. C'est-à-dire c'est par lui qu'arrive le mal. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de juifs, on serait riche. Mais il n'y a pas de juifs. Ah oui, mais il y en a quand même un, vous ne l'avez pas vu, mais il y en a quand même un, c'est arrivé au Pakistan il n'y a pas longtemps, où la catastrophe, l'économie était si mauvaise que le Premier ministre du Pakistan a dit c'est à cause des juifs. Et tout le monde lui dit mais il n'y a pas de juifs au Pakistan. Ça fait rien, c'est quand même à cause des juifs. Donc c'est-à-dire que c'est la pensée paresseuse. Alors il y a aujourd'hui, pour tous ces problèmes-là, on a vu également en France que la France restait aussi fragile sur ce côté-là. Quand vous avez vu il y a quelques semaines ces gens qui défilaient dans Paris en disant les juifs dehors, ça vous a rappelé aussi, pour vous c'est un peu à mettre dans cette résurgence aussi des années 30 Oui, bien sûr, ça me touche. Ça touche tous les juifs, mais moi ça me touche particulièrement parce que je sais où ça mène, ça. C'est-à-dire que je suis particulièrement sensible à ça et je crois que c'est une des raisons. Le négationnisme est une des raisons de mon dernier livre, c'est que je me suis dit non, on ne peut pas nous tuer deux fois. Donc là, maintenant, il faut prendre toutes les armes, les livres, la parole, l'engagement politique, il faut prendre toutes les armes possibles en temps de paix. Alors, vous irez d'ailleurs, je crois, bientôt en Pologne et en Allemagne. Vous êtes surpris ou pas de voir justement aller parler, de témoigner dans ces pays-là? Oui, j'ai été heureusement surpris par les Allemands, que j'ai trouvé courageux, honnêtes, et qui m'invitaient pour parler de la Shoah, et qui étaient très intéressés parce que pour eux, c'est un crime que leurs parents, leurs grands-parents ont commis. Et c'est difficile pour eux parce que les jeunes d'aujourd'hui sont responsables de rien. Eux, ils n'ont commis aucun crime. Mais ils ont aimé un père ou un grand-père ou une grand-mère qui étaient nazis et qui ont participé au massacre des Juifs d'Europe. Donc pour eux, c'est difficile, très difficile. Ils en parlent très courageusement en public, pas un mot dans les familles. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé pour les Juifs français, où il y avait tout de suite après la guerre, il y a eu un discours public avec des films, avec des livres, avec des témoignages, rien dans les familles. Parce que la proximité affective donne trop de poids aux mots. Il faut, si ma boulangère me dit « Monsieur Cyrulnik, je vous aime pas », je vais dire « Tiens, elle est bizarre celle-là, elle sait pas ce qu'elle perd. » Je vais dire que... Mais si ma femme ou mes enfants me disaient les mêmes mots, là je serais très malheureux. Donc on peut parler en public
de choses qu'on ne peut pas dire en privé. Et je pense que les jeunes Allemands sont dans cette situation aujourd'hui. Ils sont très courageux sur le plan social, pas un mot dans les familles. Alors Boris Cyrulnik, on va parler aussi d'un thème sur lequel vous avez beaucoup travaillé durant votre carrière, celui de l'enfance, parce que l'enfant aujourd'hui est au centre de plusieurs débats de société, notamment à propos du mariage pour tous. On a évoqué la gestation pour autrui. Alors évidemment, si on donne le mariage, eh bien, on veut des enfants derrière. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est la suite logique finalement pour des couples homosexuels mariés de demander à avoir aussi le droit à avoir des enfants en utilisant la gestation pour autrui ? Alors je pense que cette loi du mariage pour tous, c'est le marqueur de la fin d'une époque. C'est un marqueur anthropologique. C'est-à-dire que la famille et le couple n'ont plus la même signification. Alors ça, c'est tout à fait important, mais ça, c'est pas les homosexuels qui l'ont fait. Ça, c'est les hétérosexuels qui ont mis à mort le mariage en changeant sa signification. Avant, le couple et la famille avaient une fonction de protection, d'entraide sociale et d'affection. C'était le lieu qu'on offrait pour développer des enfants. Aujourd'hui, la nouvelle signification du couple, c'est pas ça. C'est l'entente, c'est un contrat à durée déterminée. On s'entend bien pendant 1 an, 5 ans, et puis après on verra bien. C'est pas du tout la même signification. Donc ça, c'est les hétérosexuels qui ont fait ça. Maintenant, si les homosexuels maintenant ont le droit de se marier, pourquoi pas? C'est une autre époque, c'est une autre culture, c'est un autre problème. Donc ils peuvent adopter des enfants, et la technique leur permet maintenant que l'une des deux se fasse faire un enfant et qu'elle le porte. Donc je ne connais pas d'invention technique qui n'ait pas eu des applications pratiques. Ouais. Donc un jour ou l'autre, il y aura une application pratique, même si on n'est pas d'accord, même si ça nous choque. Moi j'ai la nostalgie de la famille pour laquelle j'ai travaillé. La famille, ça donnait un sens à ma vie. Faire une famille, avoir des enfants, c'était le sens de ma vie. Eh bien non, je fais partie d'une époque révolue. Est-ce que ça va, à votre avis, avoir des conséquences sur ces enfants à naître? C'est-à-dire, est-ce que ça va être... finalement, on change leurs repères, mais peut-être qu'on leur donnera d'autres repères et qu'ils s'en porteront très bien. Alors, Lévi-Strauss, qui savait que vous poseriez cette question ce soir, avant sa mort, a répondu « Il y a actuellement sur la planète 5000 formes de familles différentes. Ce qui compte, c'est que l'enfant soit entouré par une niche affective. Cette niche affective, c'est... des adultes, maman, papa, des adultes. Ce que nous, dans nos théories, on appelle les figures d'attachement. S'il n'y a pas de figure d'attachement, l'enfant mourra. Même s'il est sain, il va mourir. Maintenant, la forme qu'on donne à cette niche affective dépend étonnamment des cultures. Il y a des cultures qui pensent qu'on n'a pas besoin de père pour élever un enfant. Il y a d'autres cultures qui pensent que le père est nécessaire et que c'est même lui qui est plus important que la femme. Il y a des cultures, par exemple au Bangladesh, on pense que si le père meurt, l'enfant est totalement orphelin parce que la femme, la mère, n'est pas capable de l'élever. On enlève l'enfant à la mère et on le met dans une institution où il dépérit. Donc ça veut dire que les cultures inventent des tas de formes différentes pour la famille, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une niche. Donc qu'il y ait un homme, une femme, un grand, un petit, 2 femmes. Ça existe qu'il y ait 2 femmes bien avant le mariage pour tous, ça existait déjà. Quand une femme divorçait et qu'elle partait avec son enfant légalement, avec qui elle élevait cet enfant? Très souvent, avec sa propre mère. Qui protestait? Personne. C'était pourtant 2 femmes qui élevaient un enfant et l'enfant se développait très bien. Donc je pense que les enfants se débrouilleront, à condition qu'on leur offre une niche affective, les enfants se débrouilleront. Un autre sujet que je voudrais évoquer, il nous reste très peu de temps, mais d'un mot quand même, la Belgique vient d'autoriser il y a quelques jours l'euthanasie pour les mineurs, ce qui a été vécu comme un vrai traumatisme dans ce pays. C'est un sujet aussi auquel vous vous êtes intéressé. Est-ce que c'est à votre avis quelque chose de grave d'autoriser l'euthanasie pour les enfants? Là aussi, c'est le marqueur de la fin d'une époque. Tous les médecins pratiquaient l'euthanasie. Quand j'étais interne, j'ai arrêté des machines parce qu'il n'y avait plus de cerveau, parce qu'il n'y avait que le souffle de la machine qui entretenait vaguement le corps. Donc j'ai fait comme tous les médecins, j'ai arrêté la machine et le silence était angoissant. On appuyait sur un bouton, on entendait le silence, on savait que c'était fini. Donc tous les médecins l'ont fait. Donc c'est une hypocrisie que de dire qu'on ne le fera pas, mais ce qui est important, c'est que maintenant c'est une loi qui est entrée en Belgique et qui va probablement arriver en France, et c'est-à-dire que maintenant, la société reconnaît le droit, alors qu'avant, on le faisait en cachette, avec l'accord de la famille, on le faisait de manière hypocrite,
de manière illégale avec l'accord de la famille. Et maintenant, c'est une loi qui va parfois recommander de le faire. Donc là encore, c'est un marqueur anthropologique énorme. Ouais, donc pour vous, le débat, aujourd'hui, il a évolué finalement et on va accepter ça aussi, même si ça prend du temps. Ouais. Probablement, on va l'accepter, puisque c'est une invention technique. Notre société n'est faite que de technologie. La preuve. Ouais. La moindre invention technique modifie la manière dont on se pense, la manière dont on se représente soi-même. La pilule, c'est une invention biologique facile. C'était facile. Dès l'instant où la pilule est devenue légale, ça a été une métamorphose de la condition des femmes. Puisque maintenant, une petite fille qui arrive au monde sait qu'elle va vivre 100 ans. Elle sait qu'elle va porter, je ne sais pas combien c'est en Israël, en France c'est 1,9 enfants. C'est combien en Israël, 1,? Oui, ça doit être dans ces eaux-là aussi. Ouais. Elle pense donc... Ça dépend des communautés. Elle pense, je vais donc, sur les 100 ans que j'ai à vivre, je vais donc consacrer 2 ou 3 ans à la maternité. Qu'est-ce que je vais faire des 98 ans qui me restent à tirer? Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Sauve-toi, la vie t'appelle, c'est le titre de votre dernier livre. Et vous serez demain soir sur le campus de l'université francophone de Netanya, en Israël. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct. Merci de m'avoir invité.